Dans les forêts marécageuses du Carbonifère tardif, il y a plus de 300 millions d'années, la Terre avait un aspect qui nous semblerait aujourd'hui presque méconnaissable. De vastes plaines humides s'étendaient près de l'équateur, couvertes d'arbres primitifs, de fougères arborescentes et de plantes géantes qui ne ressemblaient pas aux jungles modernes. La matière végétale tombait au sol en quantités énormes, s'accumulait dans des sols gorgés d'eau et, avec le temps, finissait par se transformer en couches de charbon. Dans cet environnement épais, avec de l'eau partout et une végétation qui fermait la vue à quelques mètres à peine, apparut une créature terrestre qui défiait la taille possible pour un invertébré, l'Arthropleura. L'Arthropleura n'était pas un mille-pattes au sens actuel, bien que sa forme allongée et segmentée puisse le laisser penser. C'était un arthropode, issu de la lignée des diplopodes, aujourd'hui éteinte, doté d'un corps recouvert de plaques dorsales rigides qui faisaient office à la fois de blindage et de structure. Cet exosquelette était divisé en modules répétés, chacun relié au suivant par des articulations qui lui permettèrent de courber son corps et de s'adapter au terrain. Ce n'était pas un animal conçu pour sauter ni pour grimper avec agilité. C'était avant tout une masse terrestre avançant près du sol, stable, lourde et constante. Les estimations de taille proviennent de fragments fossiles et de traces de locomotion conservées sous forme d'empreintes. Même avec une marge d'incertitude, les plus grands spécimens approchaient des longueurs avoisinant les 2 mètres, avec une largeur remarquable pour un arthropode. Pour l'imaginer dans son contexte réel, il suffit de visualiser le sol d'un marécage carbonifère. Des troncs tombés couverts de mousse, des couches de feuilles humides, une boue sombre et des racines à nu. Là, un animal de cette taille ne serait pas un détail du paysage, il serait le paysage en mouvement. Sa locomotion dépendait de dizaines de pattes travaillant en séquence. Chaque pas était court, mais la somme de tant de points d'appui lui donnait une traction constante, idéale pour les substrats meubles. Les traces fossiles associées à ce type d'animaux suggèrent une progression ferme et large avec des marques parallèles produites par de multiples appendices. Dans un environnement au sol détrempé, c'était un avantage. Là où un vertébré plus lourd pouvait s'enfoncer ou glisser, un arthropode doté d'autant de points de contact pouvait répartir sa masse et avancer sans s'arrêter. La question clé a toujours été celle de son régime alimentaire, car sa taille et son blindage conduisent naturellement à imaginer un prédateur. Pourtant, l'interprétation la plus acceptée le décrit comme herbivore ou détritivore. Un consommateur de matière végétale, de feuilles, de jeunes pousses, d'écorces tendres et de restes en décomposition. Mais même s'il ne chassait pas activement, sa présence pouvait être intimidante pour des raisons simples et physiques. Un corps blindé de près de 2 mètres, dans un écosystème où de nombreux vertébrés terrestres étaient encore relativement petits, constituait un objet difficile à attaquer. Son exosquelette offrait une protection contre les morsures superficielles et, en même temps, lui permettait de pousser, de résister et de se défendre. Cette défense n'impliquait pas nécessairement des armes évidentes comme des crocs. La combinaison de la masse, de la rigidité et de la force de pousser suffisait. Les pièces buccales d'un arthropode de cette taille, adaptées au broyage d'une végétation fibreuse, pouvaient causer de graves blessures si l'animal était acculé. De plus, l'environnement faisait le reste. Dans une forêt marécageuse, la visibilité est mauvaise, les sons sont étouffés et la végétation crée des ombres denses. Une créature segmentée, avançant basse et large entre les troncs, pouvait surgir soudainement à quelques pas, sans avertissement, comme un mécanisme préhistorique émergeant de la boue. Son existence était également conditionnée par un facteur environnemental décisif, le niveau élevé d'oxygène atmosphérique du Carbonifère. Les arthropodes respirent grâce à un système de trachées qui distribue l'oxygène par diffusion, ce qui impose des limites à la taille. À des époques où l'oxygène était plus abondant, ces limites s'élargissaient. Lorsque le climat global évolua vers des conditions plus sèches, que les grands marécages se fragmentèrent et que le niveau d'oxygène diminua, le monde cessa de favoriser les géants invertébrés. L'Arthropleura disparut avec l'air qui l'avait rendu possible. Epicyon haydeni. Bien longtemps après la disparition des grands marécages carbonifères, la planète réinventa de nouveau son catalogue de monstres, cette fois avec des mammifères. Au Miocène d'Amérique du Nord, entre environ 16 et 5 millions d'années avant le présent,
Le paysage était un mélange de forêts ouvertes, de plaines et de prairies en expansion. La température globale n'était pas uniforme. Il existait des régions tempérées et d'autres plus chaudes, des saisons bien marquées et une faune diversifiée d'herbivores se déplaçant en groupe, allant des chevaux primitifs aux camélidés, aux rhinocéros nord-américains et à d'autres ongulés. C'est là qu'apparut un prédateur qui ne se distinguait pas par une étrangeté anatomique, mais par quelque chose de plus inquiétant. Le sentiment d'inévitabilité que dégage un carnivore conçu pour dominer par la force brute. Cet animal fut Epicyon heideni. Epicyon appartenait aux Borophaginés, une lignée éteinte de canidés connue pour une spécialisation nette, la puissance mandibulaire et la capacité à traiter les os. Ce n'étaient pas des loups modernes, ni des parents directs des espèces actuelles, même s'ils partageaient une allure générale. Leur succès écologique résidait dans l'occupation d'une niche où tuer n'était pas le seul problème. Le véritable enjeu était d'exploiter une carcasse dans un monde compétitif. Dans cette logique, la capacité de broyer les parties dures constitue un avantage énergétique immense. La moelle à l'intérieur des os est une ressource dense en calories. Un carnivore capable d'y accéder obtient de la nourriture là où les autres ne voient plus que des déchets. Le corps d'Epicyon heideni était robuste. Ce n'était pas un coureur léger et élancé, aux longues pattes comme un guépard. Il possédait un torse massif, une musculature puissante au niveau du cou et des épaules, et une structure générale plus proche de l'idée d'un grand chien de travail lourd que d'un animal de vitesse extrême. Les estimations de taille varient selon les fossiles disponibles, mais il est considéré comme l'un des plus grands canidés ayant jamais existé, avec une masse qui, chez certains spécimens, pouvait largement dépasser celle des loups modernes. Et ce détail est important car chez les prédateurs sociaux ou solitaires, le poids n'est pas seulement une question de présence, c'est la capacité de faire tomber une proie, la capacité de maintenir une proie qui se débat, la capacité d'imposer un rapport de force lors d'un conflit. Le crâne constituait le trait déterminant. Les Borophaginés montrent des adaptations suggérant des insertions musculaires puissantes, de vastes zones d'ancrage pour les muscles de la morsure, des arcs robustes et des mâchoires préparées à supporter de fortes contraintes sans se fracturer. En termes pratiques, cela signifie une morsure qui ne se limite pas à percer la chair. C'est une morsure capable de fracturer, de briser, d'ouvrir. Et lorsqu'un animal combine cet outil avec un corps lourd, la scène change. Il dépend moins d'une poursuite longue et parfaite. Il peut résoudre l'issue de manière plus directe. Cela n'implique pas qu'Epicyon ait été nécessairement un chasseur solitaire, abattant à lui seul des animaux géants. En paléontologie, distinguer avec certitude la chasse et la charognage est difficile, car ce sont des stratégies complémentaires et variables. Un grand carnivore peut chasser lorsque cela est avantageux et se nourrir de charognes lorsque l'occasion se présente. Au Miocène, avec tant d'herbivores et tant d'autres carnivores présents, la flexibilité était essentielle. Epicyon a pu capturer des proies vulnérables et a aussi pu dominer une carcasse grâce à sa force et à sa capacité à broyer les os. La spécialisation briseuse d'os n'exclut pas la chasse. Elle la rend plus rentable. Le rôle écologique d'un tel animal est celui d'un fermeur de ressources. Là où les autres laissent des restes, Epicyon pouvait continuer. Là où une carcasse avait déjà été partiellement consommée, ce canidé pouvait de nouveau la transformer en nourriture. Cette efficacité a un effet indirect. Elle réduit le gaspillage dans l'écosystème et, en même temps, intensifie la compétition. Un animal capable d'exploiter ce que les autres ne peuvent pas est plus difficile à déplacer. Il ne se bat pas seulement pour le premier accès, il se bat aussi pour le dernier. Sa disparition ne fut pas un événement instantané, mais un changement d'équilibre. À mesure que le Miocène avançait, les environnements continuaient de se transformer et la communauté de prédateurs évoluait elle aussi. D'autres canidés plus modernes se diversifièrent et les félins, y compris de grands chasseurs spécialisés, entrèrent en concurrence pour des proies similaires. Dans ces transitions, les Borophaginés, malgré leur succès antérieur, finirent par s'éteindre. La spécialisation qui les avait rendus forts a également pu les rendre moins adaptables lorsque la disponibilité des proies, le climat et la concurrence ont changé. Aepiornithidae, oiseaux-éléphants.
Madagascar est un laboratoire biologique à l'échelle continentale. Séparée de l'Afrique depuis des dizaines de millions d'années, l'île a développé une faune propre, régie par des règles différentes de celles du continent voisin. De nombreuses lignées y ont évolué sans entrer en compétition avec les grands mammifères typiques de l'Afrique et sans la pression de prédateurs qui, ailleurs, auraient limité leur expansion. C'est dans ce contexte qu'est apparu l'un des oiseaux terrestres les plus démesurés connus, les fameux oiseaux éléphants, regroupés au sein de la famille des Aepyornithidae. L'idée d'un oiseau terrifiant est généralement associée immédiatement à la prédation, mais dans ce cas précis, l'effet inquiétant provient de l'échelle. Les oiseaux éléphants étaient des oiseaux non volants, au corps massif, dotés d'un squelette adapté pour supporter un poids énorme. Leurs membres postérieurs étaient de véritables colonnes de soutien, os épais, articulations robustes et une structure conçue pour marcher et rester stable plutôt que pour courir à grande vitesse. Bien qu'il n'existe aucun témoignage direct de leur comportement, la biomécanique suggère un animal se déplaçant d'un pas assuré, avec une présence comparable à celle de grands herbivores. Les estimations de taille varient selon les espèces et le caractère fragmentaire du registre fossile, mais il est admis que certains oiseaux éléphants atteignaient des hauteurs supérieures à celles de l'autruche moderne, et surtout des masses considérablement plus élevées. C'est la masse qui change tout. Chez un animal de grande taille, le mouvement n'est pas seulement un déplacement, c'est de l'inertie. Un virage, une charge, un coup de patte défensif acquièrent une force qui ne dépend pas d'armes, comme des griffes ou des défenses. Elle dépend du poids. Chez des animaux aux pattes puissantes, ce poids peut se transformer en un impact capable de briser des os. Le détail le plus célèbre des oiseaux éléphants concerne leurs œufs. Il s'agit des plus grands œufs connus dans le registre fossile des oiseaux, d'énormes sphères ou ovales à coquilles épaisses dont le volume dépasse largement toute comparaison avec les espèces actuelles. Ce fait est bien plus qu'une simple curiosité. Il témoigne d'un cycle reproductif lent et coûteux. Un œuf gigantesque implique un investissement énergétique considérable et est généralement associé à un faible taux de reproduction. Moins de petits, davantage de soins et plus de temps nécessaire pour qu'une population se rétablisse après des pertes. En écologie, cela signifie vulnérabilité. Pendant des décennies, on a débattu du niche écologique qu'ils occupaient. L'interprétation la plus probable est celle d'herbivores ou de consommateurs de matière végétale, se nourrissant de fruits, de feuilles, de graines et de jeunes pousses. Dans les forêts et les broussailles de Madagascar, un oiseau de grande taille pouvait remplir un rôle similaire à celui des grands mammifères disperseurs de graines dans d'autres régions. Un corps massif permet de parcourir de longues distances et de traiter de grandes quantités de nourriture. De plus, l'anatomie des grands oiseaux terrestres est généralement liée à un régime fondé sur des ressources abondantes et à un métabolisme qui équilibre la dépense et le gain énergétique. Alors pourquoi figure-t-il dans une liste de créatures plus inquiétantes que bien des dinosaures? En raison d'une combinaison de facteurs, la taille, la défense et la proximité temporelle. Nous ne parlons pas d'un monde lointain vieux de centaines de millions d'années. Ces oiseaux ont existé dans un passé relativement récent à l'échelle géologique, à une époque où les humains étaient déjà présents sur l'île. Dans cette cohabitation, la taille des oiseaux éléphants aurait été évidente. Dans une forêt de Madagascar, rencontrer un oiseau de plusieurs centaines de kilogrammes aurait été une expérience aussi étrange qu'impressionnante. En situation de menace, un grand oiseau terrestre n'a pas besoin d'être agressif pour être dangereux. Il lui suffit de défendre un territoire ou un nid. Le coup de patte d'un grand oiseau, d'un point de vue purement mécanique, concentre une force sur une zone relativement réduite. Et lorsqu'un animal de ce type se sent acculé, l'instinct de défense peut en faire un véritable danger. Le terror, ici, n'est pas celui de la poursuite, mais celui de la proximité avec quelque chose qui peut blesser sans intention de chasser, simplement en cherchant à se protéger. L'extinction des oiseaux éléphants s'explique en grande partie par cette fragilité reproductive combinée à la pression humaine. La chasse directe a pu jouer un rôle, mais la collecte systématique des œufs a probablement été particulièrement destructrice. Retirer d'énormes œufs équivaut à supprimer une part considérable de l'avenir de la population. À cela s'ajoutent les changements de l'habitat, incendies, expansion humaine, fragmentation des forêts. Sur les îles, ces processus sont amplifiés.
Il y a moins de refuges, moins de populations séparées capables de recoloniser des zones vides, et les espèces de grande taille possèdent généralement de vastes aires de déplacement, ce qui accroît leur exposition au risque. Parapusosia sepenradensis. Dans l'imaginaire populaire, les monstres du passé ont généralement des dents, des griffes et la forme d'un prédateur. Mais l'océan, tout au long de l'histoire de la Terre, a produit un autre type d'inquiétude. Des créatures dont la menace ne dépend pas de l'attaque, mais de l'existence à une échelle qui perturbe l'intuition humaine. Au Crétacé supérieur, alors que les dinosaures dominèrent la terre ferme, les mers étaient peuplées de reptiles marins, de poissons géants et d'une énorme diversité d'invertébrés. Parmi eux, une figure se distingue par ce qu'elle représente. Parapusosia sepenradensis, l'un des plus grands ammonites décrits. Les ammonites étaient des céphalopodes, des parents lointains des pieuvres et des calmars. Contrairement à eux, la majorité possédait une coquille externe en spirale, divisée intérieurement en chambres. Cette coquille n'était pas un simple carapace, c'était un système fonctionnel. Les chambres internes, partiellement remplies de gaz et partiellement de liquide régulable, permettaient de contrôler la flottabilité. À travers un tube interne, l'animal pouvait ajuster la pression et le contenu de ses chambres, compensant son poids et se déplaçant dans la colonne d'eau sans avoir besoin de nager constamment. Parapusosia sepenradensis appartient à un groupe d'ammonites de grande taille et son nom est associé à des découvertes fossiles remarquables. Ce qui le rend singulier, c'est la dimension de sa coquille. Les estimations les plus citées pour des spécimens complets ou reconstruits suggèrent des diamètres pouvant largement dépasser 1 mètre et approcher des tailles qui, pour un invertébré à coquille en spirale, paraissent presque absurdes. En termes de volume, il ne s'agit pas seulement d'un grand ammonite. C'est une structure capable de déplacer d'énormes quantités d'eau et d'imposer sa présence dans un écosystème marin déjà saturé de géants. Pour comprendre pourquoi une créature ainsi peut sembler terrifiante sans être un prédateur suprême, il faut imaginer son environnement. Le Crétacé supérieur fut une période de mer étendue et de niveaux marins élevés. De grandes plateformes continentales étaient inondées et il existait des mers intérieures et de vastes zones côtières riches en vie. Dans ces eaux, un ammonite géant pouvait se déplacer comme un objet vivant, une spirale flottante qui, de près, serait aussi frappante que déconcertante. Son corps mou, probablement semblable dans l'organisation générale à celui des autres céphalopodes, s'étendait depuis l'ouverture de la coquille. Là se trouvaient les tentacules, les structures sensorielles et la bouche avec un bec corné, typique des céphalopodes, conçu pour couper et broyer. Le régime exact de Parapusosia ne peut pas être observé directement, mais par analogie avec d'autres ammonites et céphalopodes, on considère probable qu'il s'agissait d'un prédateur de proie relativement petite, poissons, crustacés, larves et autres invertébrés. Il n'avait pas besoin d'attaquer un grand reptile marin pour être impressionnant. En fait, sa taille pouvait servir de défense. Dans la mer, la taille peut être un bouclier. Plus on est grand, moins de prédateurs peuvent vous attaquer. Un ammonite géant possédait en plus une coquille offrant une protection structurelle. Il n'était pas invulnérable, car il existe des preuves d'ammonites prédatés, mais la combinaison de l'échelle et de la coquille rendait l'attaque coûteuse. Le véritable effroi que suggère Parapusosia réside dans la façon dont il reconfigure la scène marine. Une créature à coquille en spirale de plus d'1 mètre, flottant ou se déplaçant lentement, change la perception des distances et des tailles. Sa simple présence implique une mer avec des ressources suffisantes pour soutenir des invertébrés géants, avec des chaînes trophiques riches et une stabilité écologique capable de maintenir des organismes à croissance prolongée. Elle implique aussi que cette mer était pleine de menaces réelles, mosasaures, requins, gros poissons. Dans un tel environnement, même un ammonite peut faire partie d'une faune de danger, non pas en tant que chasseur suprême, mais en coexistant avec des chasseurs suprêmes. Sa coquille servait également d'enregistrement physique de sa croissance. Chaque tour de spirale et chaque ligne de suture marquaient des étapes. Les sutures des ammonites, en particulier, sont complexes, avec des motifs ondulés et ramifiés. Cette complexité a fait l'objet de débats. Elle a été interprétée comme un renforcement structurel pour résister aux pressions et aux chocs. Chez un ammonite géant, cette résistance pouvait être cruciale.
Un grand animal est plus exposé aux impacts, aux variations de pression, aux rencontres avec des prédateurs qui frappent et mordent. Une coquille plus résistante et plus sûre. Comme beaucoup d'habitants du Crétacé, les Ammonites ont disparu à la fin de cette période. L'extinction massive d'il y a 66 millions d'années a éliminé les dinosaures non aviens, mais aussi de nombreux groupes marins, y compris les Ammonites. La disparition de ces céphalopodes à coquilles constitue l'une des coupures les plus abruptes du registre fossile. Une lignée ayant prospéré pendant des centaines de millions d'années s'éteint sans continuité directe. Leur absence ultérieure rend leur taille et leur diversité encore plus étranges. Ils faisaient partie d'un monde qui ne reviendra pas. Gigantopithecus blacki. Parmi les créatures préhistoriques les plus inquiétantes, il existe une catégorie qui provoque un type particulier d'inconfort. Celles qui nous ressemblent trop, non pas parce qu'elles sont identiques, mais parce qu'elles partagent une structure, un regard possible, des mains capables de manipuler et une silhouette qui, dans l'obscurité d'une forêt, pourrait être confondue avec quelque chose d'humain. Au Pléistocène, en Asie, une époque de climat changeant, de glaciation et d'écosystèmes en transition, existait un primate qui incarne cette inquiétude comme peu d'autres, le Gigantopithecus blacki, le plus grand singe connu par le registre fossile. Le Gigantopithecus vivait principalement dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Chine et des régions d'Asie du Sud-Est, dans des environnements alternant forêts denses et zones plus ouvertes selon le rythme climatique. Son existence est surtout connue grâce aux dents et aux fragments de mandibules, un fait qui conditionne la reconstruction du corps complet. Pourtant, ces restes suffisent à soutenir une conclusion solide. Il s'agissait d'un singe de taille extraordinaire. Les molaires sont énormes, la mandibule est massive et les surfaces d'usure montrent une adaptation claire au traitement de grandes quantités d'aliments fibreux. Ce détail concernant son alimentation est crucial. Le Gigantopithecus n'était pas un prédateur de type félin ou ours. Tout indique qu'il était principalement herbivore, avec un régime basé sur une végétation dure, probablement du bambou, des fruits et d'autres ressources forestières. Ses dents sont davantage adaptées au broyage et au pilage qu'à la découpe de viande. Et pourtant, l'idée d'un primate gigantesque et herbivore ne le rend pas moins terrifiant en termes de présence. Un animal de grande masse n'a pas besoin de chasser pour être dangereux. Il suffit qu'il existe dans le même espace, avec un corps capable de se déplacer entre les troncs, de casser des branches, de s'imposer sur le terrain et, si nécessaire, de se défendre. Les estimations de taille varient beaucoup, précisément à cause de l'absence de squelette complet. Certains modèles le situent autour de 2,5 à 3 mètres de hauteur s'il se tenait debout, et avec des masses qui pourraient largement dépasser celles des grands singes actuels. Il est important de souligner que ces chiffres ne sont pas des mesures directes d'un squelette complet, mais des inférences à partir des dents et des mandibules. Même les estimations conservatrices le placent au-dessus des gorilles en taille et en poids potentiel. Dans une forêt asiatique du Pléistocène, un singe de cette envergure serait une présence dominante. La biomécanique suggérée par sa taille conduit à une image probable. Un animal plus lourd et moins agile qu'un orang-outan dans les arbres et peut-être plus terrestre, se déplaçant dans le sous-bois avec force. S'il dépendait du bambou et de ressources denses, il avait besoin d'accéder chaque jour à de grandes quantités de nourriture. Cela implique un mode de vie centré sur la recherche, la consommation et le déplacement efficace dans des zones riches en végétation. Chez les grands animaux, la vie quotidienne est un équilibre. La taille protège de nombreux dangers, mais oblige aussi à consommer davantage et rend plus vulnérable aux changements environnementaux. Le Pléistocène fut précisément une époque de changement. Les oscillations climatiques modifièrent l'étendue des forêts et la disponibilité de certains aliments. Si le Gigantopithecus était très spécialisé dans la végétation comme le bambou, il pouvait faire face à un goulet d'étranglement lorsque l'environnement devenait plus froid ou plus sec, ou lorsque les forêts se fragmentaient. S'ajoute à cela la pression d'autres concurrents, d'autres herbivores pour les mêmes ressources et, à un niveau plus large, l'apparition et l'expansion des humains dans la région, capables de modifier le paysage, de concurrencer pour la nourriture et de chasser. L'extinction du Gigantopithecus blacki est généralement interprétée comme le résultat de cette combinaison. Changement climatique réduisant ou fragmentant l'habitat, spécialisation alimentaire limitant la flexibilité,
et compétition croissante. Il n'existe pas de preuve solide que les humains l'aient chassé systématiquement, mais la simple présence humaine dans l'écosystème peut suffire à faire basculer un équilibre fragile. Incendie de forêt, pression sur les ressources, déplacement de la faune. Chez les espèces grandes, la marge d'adaptation est plus faible car les populations se reconstituent lentement. L'élément terrifiant du Gigantopithecus ne repose pas sur les crocs ou la vitesse, mais sur la parenté. C'est un primate. Il a par définition une conception corporelle que le cerveau humain reconnaît comme proche. Épaules, bras, mandibules, mains. Même sans voir son visage exact, on peut en déduire une expression possible, un regard qui ne serait ni reptilien ni totalement étranger. L'idée de croiser un tel animal dans une forêt fermée parmi les bambous et les ombres ne ressemble pas à la peur d'un monstre inconnu. Elle ressemble à la peur de quelque chose de trop familier mais disproportionné. Titanoboa. Il y a environ 60 millions d'années, le monde se remettait de l'extinction massive qui a mis fin au Crétacé. Les dinosaures non aviaires avaient disparu, mais la Terre n'était pas vide. Les écosystèmes se sont rapidement réorganisés. Au Paléocène, les mammifères étaient encore relativement petits et se diversifiaient, tandis que les reptiles et les amphibiens occupaient toujours de grandes niches écologiques, surtout dans les régions chaudes. Dans ce contexte est apparue une créature que, par sa taille et sa méthode de chasse, il est facile d'imaginer comme une ombre dominante dans les eaux tropicales, la Titanoboa. La Titanoboa était un serpent gigantesque, un membre primitif de la lignée des boas, connu grâce à des fossiles découverts dans ce qui est aujourd'hui la Colombie, dans la formation de ces rejons. Ce fait géographique est central pour la comprendre. Il s'agit d'un enregistrement correspondant à un environnement tropical et humide, avec des rivières, des marécages et une végétation luxuriante. Ce n'était ni un désert ni une prairie, c'était un système d'eau lente, de boue, de troncs submergés, de rives denses et d'une visibilité limitée par le feuillage. Dans ce type d'environnement, le corps d'un grand serpent n'a pas besoin de parcourir de longues distances. Il doit attendre, se sentir partie intégrante de l'eau et transformer la surprise en avantage. Les estimations de la taille de la Titanoboa proviennent principalement des vertèbres, comparées à celles des boas modernes. La conclusion générale est qu'elle atteignait des longueurs bien supérieures à celles de tout serpent actuel. Dans les modèles les plus cités, elle mesure environ 12 à 14 mètres de long, avec un diamètre corporel suggérant une masse énorme. Il ne s'agit pas seulement d'être très long. Chez les serpents, l'épaisseur est une puissance. Un corps plus large implique plus de muscles, et donc une plus grande capacité de constriction. La technique de tuer en serrant, empêchant la proie de respirer ou le cœur de battre normalement. Il est important de préciser comment fonctionne la constriction. Il ne s'agit pas de casser des os, comme certaines histoires populaires l'ont suggéré. La constriction efficace bloque la circulation et la respiration en comprimant le thorax et en limitant l'expansion pulmonaire. Elle peut également interférer avec le retour veineux. Chez les grands animaux, la force nécessaire à cette compression est énorme. Un serpent de la taille de la Titanoboa aurait eu la capacité de maîtriser des proies considérables avec une économie brutale, un contact, un tour du corps, une pression constante, puis le silence. Que chassait-elle? Le Paléocène tropical de Serjon abritait une faune riche, de gros poissons, des reptiles aquatiques, de grandes tortues et des crocodiliens. En fait, il existe un débat sur le fait que la Titanoboa se nourrissait principalement de gros poissons ou si elle chassait aussi des crocodiles. L'idée d'un serpent capable d'attaquer dans l'eau et de traîner sa proie vers des zones profondes n'est pas étrange. De nombreux serpents actuels utilisent l'eau à leur avantage. Dans un environnement marécageux, un prédateur combinant furtivité, puissance et un corps qui n'a pas besoin de courir peut devenir le véritable maître du lieu. Le climat est un autre élément fondamental. Les reptiles sont ectothermes, leur température corporelle dépend de l'environnement. Pour soutenir une taille énorme, le serpent avait besoin de conditions chaudes et stables. C'est pourquoi la Titanoboa est également interprétée comme un thermomètre biologique du passé. Son existence suggère que le Paléocène tropical avait des températures élevées et constantes, ainsi qu'une productivité suffisante pour soutenir un prédateur de grande masse. En d'autres termes, ce n'était pas un accident évolutif isolé. C'était le produit logique d'un système où la chaleur et la nourriture permettaient à un reptile de croître jusqu'à des limites qui aujourd'hui semblent impossibles.
L'expérience de se retrouver face à une telle créature, si elle pouvait être reconstruite, ne serait pas celle de voir un grand animal à première vue. Dans un marécage tropical, un serpent de la taille de la titanoboa n'a pas besoin de se montrer. Il peut se confondre avec un tronc, une ombre sous l'eau, une ligne sombre entre les plantes aquatiques. Son attaque serait proche, sans avertissement, et sa méthode de chasse ne laisserait aucune chance de réaction. C'est une caractéristique particulière des serpents. Même à des tailles modérées, ils inspirent la peur par leur manière de se déplacer et par l'inattendu de l'attaque. Porter cela à plus de 10 mètres transforme le marécage en un lieu où le danger peut rester immobile, en attente. Sa disparition peut être comprise comme une partie de la transition écologique ultérieure. À mesure que les mammifères grandissaient et se diversifiaient et que les écosystèmes changeaient, les grands reptiles ont continué d'exister, mais les limites de taille et les équilibres trophiques se sont ajustés. Ce n'est pas que le monde interdisait les serpents géants, c'est que les conditions qui les rendaient viables ne se sont plus maintenues de la même manière ou que la concurrence et le climat ont réorganisé le plateau naturel. Arctotherium angustidens. Quand on pense aux ours, il est courant d'imaginer des animaux forts, lourds, dangereux, à courte distance, mais aussi relativement connus. Ils existent aujourd'hui, on les voit dans des documentaires, on comprend leur comportement général. Cependant, le Pléistocène a produit une version de ce modèle biologique qui s'éloigne du cadre moderne. En Amérique du Sud, pendant le grand échange biotique américain et les millions d'années suivantes, des lignées de carnivores sont arrivées du nord et ont trouvé un continent rempli de nouvelles proies. L'un des résultats les plus impressionnants fut l'ours à face courte sud-américain, l'Arctotherium angustidens, un animal qui, par sa taille et sa puissance, figure parmi les plus grands ours connus. L'Arctotherium appartient aux Tremarctinae, le groupe qui comprend aujourd'hui l'ours à lunettes, mais dans le passé, il comptait des représentants géants. Chez A. angustidens, cette tendance atteint son extrême. Les fossiles proviennent surtout d'Argentine et des régions voisines, et correspondent à un Pléistocène où la mégafaune était réelle et variée. Grands herbivores, camélidés, chevaux sud-américains, paresseux terrestres géants, glyptodontes cuirassés, et autres mammifères énormes. Dans ce contexte, un grand ours n'était pas un animal rare. Il était un acteur potentiel dominant dans la compétition pour la viande. Ce qui distingue ces ours à face courte n'est pas seulement la masse, mais aussi les proportions corporelles. Le terme « face courte » fait référence à un museau relativement réduit et à un crâne adapté à une morsure puissante. De plus, leurs membres et leurs structures suggèrent un animal capable de s'imposer par la taille lorsqu'il se redressait sur ses pattes arrière. L'image d'un ours dressé est déjà intimidante chez les espèces actuelles. Chez un spécimen dépassant largement la taille d'un ours brun moderne, cette posture devient une menace physique immédiate. Les estimations de masse et de taille varient selon l'individu et la méthodologie, mais l'Arctotherium angustidens est considéré comme un candidat pour l'un des plus grands ours de tous les temps. Certains modèles, basés sur les os longs et les proportions comparées aux ours actuels, suggèrent des poids pouvant atteindre des valeurs extrêmes. En pratique, l'important n'est pas le chiffre exact, mais ce qu'il implique sur le plan biomécanique. Un animal de ce poids possède une force de poussée brutale, une capacité à renverser ou déplacer d'autres carnivores et une résistance structurelle qui le rend très difficile à affronter. Était-il un chasseur actif ou un charognard dominant? La réponse probable est les deux, selon le contexte. Les ours modernes montrent déjà cette flexibilité. Ils peuvent chasser quand l'occasion se présente, mais sont aussi d'excellents opportunistes, capables de voler des proies, de disputer des cadavres et de tirer parti de diverses ressources. Dans un Pléistocène avec de grands herbivores, la charogne constituait une ressource importante et un ours géant avait des avantages évidents. Il pouvait chasser les prédateurs plus petits d'un cadavre et le monopoliser. Il pouvait en outre briser les os et exploiter des parties que d'autres ne pouvaient pas traiter avec la même efficacité. Mais le réduire à charognard serait incomplet. Un animal de cette taille pouvait chasser, en particulier des proies vulnérables, les jeunes, les individus blessés, les animaux piégés dans la boue ou affaiblis par le climat. Il pouvait aussi exercer une pression sur d'autres prédateurs. Au lieu de toujours chasser lui-même, il pouvait attendre le résultat d'une chasse d'un autre et s'approprier ensuite le produit.
Ce comportement, connu sous le nom de kleptoparasitisme, existe aujourd'hui chez différents carnivores et devient plus efficace plus l'opportuniste est grand et fort. En Amérique du Sud, au Pléistocène, l'Arctotherium pouvait être le kleptoparasite ultime, la force qui arrive en retard et s'empare pourtant de tout. L'écosystème sud-américain comprenait d'autres carnivores importants, grands félins, canidés et marsupiaux prédateurs à des époques antérieures. Dans ce réseau, un ours géant n'avait pas besoin d'être le plus rapide. Il devait être le plus difficile à déplacer. Et c'est là que son anatomie entre en jeu, griffes puissantes, avant-bras capables de frapper, morsures puissantes et masse qui transforment chaque mouvement en impact. Même une courte lutte avec un tel animal aurait été dévastatrice pour un concurrent. L'élément terrifiant de l'Arctotherium angustidens réside également dans sa proximité environnementale. Il ne s'agit pas d'un monstre venu d'un océan lointain, mais d'un mammifère terrestre ayant parcouru des régions qui sont aujourd'hui les pampas, montagnes et vallées sud-américaines. Une rencontre hypothétique en terrain ouvert, avec un animal combinant hauteur, masse et agressivité potentielle propre à un grand omnivore territorial, serait une situation sans marge d'erreur. Contrairement à de nombreux prédateurs spécialisés, un grand ours ne réagit pas seulement à la chasse. Il réagit à la défense, à la nourriture, au territoire, à la surprise. C'est un animal qui peut attaquer pour plusieurs raisons et le faire à courte distance. Sa disparition s'inscrit dans les extinctions de la mégafaune à la fin du Pléistocène et au début de l'Holocène, un processus complexe où se conjuguent changement climatique et expansion humaine. En Amérique du Sud, de nombreuses grandes espèces ont disparu sur un intervalle relativement court en termes géologiques. Pour un ours géant, la perte de grandes proies et la pression humaine ont pu être déterminantes. Un grand omnivore a besoin de ressources abondantes, et lorsque le système s'appauvrit ou se fragmente, sa taille cesse d'être un avantage et devient un fardeau. Sarcosuchus imperator. Au début du Crétacé, il y a plus de 100 millions d'années, une grande partie de l'Afrique du Nord n'était pas le désert continu que l'on connaît aujourd'hui. Il existait d'immenses systèmes fluviaux, des plaines inondables et des zones humides où l'eau dictait le rythme de la vie. Dans ce contexte, les crocodiliens n'étaient pas seulement des animaux de rive. Certains occupaient le rôle de super prédateurs de rivière, avec une taille capable de rivaliser avec de nombreux carnivores terrestres. Le plus emblématique de ce profil était le Sarcosuchus imperator, un crocodilien gigantesque dont l'anatomie suggère une stratégie simple et brutale, dominer le bord de l'eau. Le Sarcosuchus appartenait à une lignée de crocodiliformes distincte de celle des crocodiles modernes, bien qu'il partageât avec eux la structure de base, corps allongés, pattes relativement courtes, queue puissante et crâne adapté à mordre. La différence réside dans les proportions. La longueur totale de certains spécimens estimés dépasse largement celle de n'importe quel crocodile actuel, et sa masse aurait été énorme. En termes pratiques, l'important n'est pas seulement combien il mesurait, mais ce que cela signifie pour son comportement. Un grand prédateur dans une rivière n'a pas besoin de poursuivre sa proie. Il doit se placer là où la proie doit passer. Et dans un environnement de rives boueuses, avec des zones de courant lent et des bras morts, cet emplacement devient un contrôle du territoire. Son crâne est la pièce clé pour le comprendre. Il était long, avec un museau allongé et une mâchoire capable de maintenir une prise ferme. À l'avant du museau se trouvait une expansion, une sorte de bulbe nasal dont la fonction exacte reste discutée. Elle pourrait être liée à la résonance, aux signaux visuels, à la reconnaissance entre individus ou à des caractères sexuels. Ce qui est certain, c'est que la tête était conçue pour résister à des forces considérables. Chez les crocodiliens, le crâne est un outil qui doit supporter torsion, traction, coups et rotation. Tout ce qui se produit lorsqu'une grande proie se débat. L'armure dorsale était également remarquable. Comme d'autres crocodiliens, le Sarcosuchus possédait des ostéodermes, des plaques osseuses dans la peau qui servent de protection et de support. Chez un animal de grande taille, cette cuirasse réduit le risque de blessure lors de combats intraspécifiques et complique l'attaque par d'autres prédateurs. Mais elle a aussi un effet psychologique dans toute reconstruction. Ce n'est pas seulement un grand animal, c'est un grand animal blindé, un bloc vivant dans l'eau. Le débat sur son régime alimentaire oscille généralement entre deux images.
L'une le présente comme un spécialiste des gros poissons, similaire à certains crocodiles actuels qui basent leur stratégie sur des captures rapides au bord de l'eau. L'autre le place comme un prédateur capable de prendre des proies terrestres, y compris des dinosaures venant boire. La réalité la plus probable est intermédiaire et surtout opportuniste. Un crocodilien de grande taille peut se nourrir de poissons lorsqu'ils sont abondants, mais peut aussi capturer tout animal commettant une erreur au bord de l'eau. Et l'Afrique du début du Crétacé était pleine de grands animaux, dinosaures herbivores, théropodes carnivores, tortues, poissons de grande taille. Dans une telle rivière, le bord de l'eau constituait un point de vulnérabilité constant pour tous. La mécanique de l'attaque d'un grand crocodilien ne nécessite pas de complexité. L'avantage réside dans la première seconde. Un corps presque immobile, avec les yeux et les narines près de la surface, détecte les vibrations, les ombres, le mouvement. Puis vient l'impulsion. La queue et le tronc génèrent l'accélération dans l'eau, la mâchoire se referme et le problème change de place. La proie ne décide plus. La proie est entraînée vers une zone où elle perd appui, équilibre et capacité d'évasion. Même sans imaginer un coup de mort, comme chez les crocodiles modernes, le simple fait qu'un animal de plusieurs tonnes soit entraîné dans une eau profonde suffit à expliquer pourquoi ses prédateurs dominent. Il existe également un élément d'écologie de la peur. Les grands prédateurs de rivière ne tuent pas seulement, ils conditionnent le comportement de toute la faune. Ils obligent à boire à des endroits précis, à s'approcher en groupe, à choisir les horaires et à rester vigilants. Dans les écosystèmes modernes, les crocodiles produisent ces effets avec des tailles bien inférieures à celles du Sarcosuchus. Étendre cela à un animal pouvant surpasser n'importe quel crocodile contemporain implique des rivières avec des zones interdites. Des rives où même un grand dinosaure devait mesurer chacun de ses pas. Sa répartition fossile est associée à des régions du Sahara actuel, dans des dépôts enregistrant ces environnements fluviaux du début du Crétacé. Le contraste avec le présent fait partie de son impact. Là où il y a aujourd'hui du sable et des roches, il y avait suffisamment d'eau pour soutenir un crocodilien géant. Et dans ce système, un tel animal n'était pas un incident rare. C'était un point fixe de l'écosystème, une présence qui transforme un simple rivage en piège. L'Ichthys. Au cours du Jurassique moyen, il y a environ 165 millions d'années, les océans formaient un environnement très différent de celui d'aujourd'hui, non seulement à cause du climat, mais aussi à cause des formes de vie qui dominaient leurs chaînes alimentaires. Les mers étaient peuplées de reptiles marins, de requins primitifs, d'ammonites et de poissons osseux qui avaient déjà commencé à se diversifier. Dans ce monde aquatique, l'idée de géant ne signifiait pas toujours un prédateur avec des dents capables de trancher un corps en deux. Parfois, le géant était autre chose, une créature si massive que sa présence réorganisait l'échelle de l'océan, même si son alimentation dépendait d'organismes minuscules. C'est le cas du Leadsichthys, l'un des plus grands poissons osseux connus. Le Leadsichthys n'était ni un requin ni un reptile marin. C'était un poisson osseux, un actinoptérygien, c'est-à-dire appartenant à la lignée qui comprend la grande majorité des poissons modernes. Sa renommée provient d'un ensemble de fossiles fragmentaires principalement découverts en Angleterre, dans des formations jurassiques, et de reconstructions qui, avec différents marges d'incertitude, le placent comme un colosse. Il faut être précis, le registre ne fournit pas de squelette complet et articulé. Beaucoup de ces os étaient peu minéralisés et mal préservés, ce qui oblige à estimer sa taille en comparant des pièces partielles avec des poissons filtreurs modernes. Même avec cette prudence, les estimations tendent à le situer dans une fourchette énorme, potentiellement de plusieurs dizaines de mètres dans les scénarios les plus extrêmes et de plus de 10 mètres même dans des reconstructions conservatrices. Ce qui est décisif, c'est que sa taille dépassait celle de la plupart des vertébrés marins de son époque. Comment un poisson osseux peut-il atteindre une telle taille? La réponse se trouve dans sa stratégie alimentaire. Le Leadsichthys est interprété comme un filtreur, un animal qui se nourrissait de plancton, de petits crustacés et d'organismes microscopiques présents dans la colonne d'eau. Dans les océans modernes, les plus grandes masses animales, comme les baleines à fanon, se soutiennent en filtrant d'énormes volumes d'eau. La logique est simple. Lorsque la nourriture est petite et dispersée, la taille devient un outil. Plus la bouche est grande, plus le flux est important.
Plus le corps est grand, plus le déplacement à vitesse constante est efficace. Le géant devient une machine à filtrer. Chez le Leadsichthys, cette logique se reflète dans les structures associées à l'appareil branchial. Il ne s'agissait pas de fanons comme chez les baleines, mais d'un système de filtration propre aux poissons, avec des éléments permettant de retenir les particules alimentaires tandis que l'eau s'écoulait par les branchies. Pour soutenir un corps colossal dans une mer jurassique, il devait exister une productivité suffisante, des zones d'upwelling, des courants riches en nutriments et une base de plancton capable de nourrir un filtreur gigantesque. Cela est important car le Leadsichthys n'est pas seulement un grand animal. Il est la preuve d'un océan capable de le soutenir. Alors, où se situe l'aspect inquiétant dans le choc entre apparence et échelle? Un filtreur ne chasse pas comme un mosasaure ou un requin, mais un animal de cette taille transforme toute rencontre rapprochée en situation dangereuse par la simple physique. Dans l'eau, un corps énorme génère des déplacements, de la turbulence, de l'aspiration et des remous. Si le Leadsichthys passait à proximité, son mouvement pouvait entraîner des objets, déstabiliser d'autres animaux et transformer l'environnement immédiat en champ de force. Il n'est pas nécessaire d'être agressif pour causer des dommages, il suffit d'une masse en mouvement. De plus, l'échelle affecte la perception. En haute mer, la distance trompe. Un animal de plus de 10 mètres peut sembler une ombre jusqu'à ce qu'il soit tout près. Et un poisson filtreur, pour se nourrir, peut ouvrir la bouche et avancer de manière constante comme un front mobile. Dans un océan jurassique où il existait déjà de grands prédateurs, rencontrer un tel animal pouvait provoquer une confusion initiale. Ce n'est pas la silhouette typique d'un chasseur, mais il est trop grand pour être ignoré. Cette ambiguïté fait partie de l'effet. Quelque chose d'énorme qui ne correspond pas à l'idée de menace, mais qui impose un respect immédiat par sa taille. La vie du Leadsichthys devait être marquée par de larges déplacements. Les filtreurs ont tendance à suivre les concentrations de plancton, ce qui peut dépendre des saisons, des courants et des conditions océaniques. Dans les mers jurassiques, ces modèles existaient sous d'autres configurations continentales. L'animal, en raison de sa taille, avait probablement peu de prédateurs capables de l'attaquer à l'âge adulte. Cependant, les juvéniles et les jeunes étaient vulnérables. C'est une autre constante chez les grands filtreurs. L'enfance est la période critique et survivre jusqu'à la taille conférant l'immunité par l'échelle est le véritable goulet d'étranglement. D'un point de vue évolutif, le Leadsichthys montre que la route vers le gigantisme est apparue bien avant les baleines modernes et dans une lignée complètement différente. La mer, lorsqu'elle dispose d'une productivité et d'une stabilité suffisantes, a tendance à produire des géants encore et encore, comme si la taille était une réponse récurrente à l'abondance de nourriture microscopique. Mais le Jurassique n'a pas duré éternellement. Les écosystèmes ont changé, les faunes se sont renouvelées et les grands filtreurs jurassiques ont disparu. Ce qui reste, c'est un registre fossile irrégulier, des pièces détachées qui obligent à reconstruire l'animal par approximation. Mégalodon. Dans l'océan, l'échelle peut être silencieuse. Il n'y a pas de traces, pas de branches cassées, pas de bruit constant annonçant une présence. C'est pourquoi, lorsque la mer produit un prédateur véritablement grand, le résultat n'est pas seulement un animal de plus, mais un changement de règles. Les proies se déplacent différemment, les routes migratoires s'ajustent, les corps développent des défenses et la peur devient une partie de l'écologie. Parmi les grands prédateurs marins du passé, peu de noms concentrent autant l'idée de domination que le mégalodon, un requin éteint dont la taille et la puissance le placent parmi les superprédateurs les plus redoutables de l'histoire. Le mégalodon a vécu principalement entre le Miocène et le Pliocène, à une époque où les océans étaient peuplés d'une grande diversité de mammifères marins, premières baleines, dauphins primitifs, phoques, siréniens et autres. Ce point est clé. Un prédateur aussi grand a besoin de proies capables de le soutenir, et l'essor et l'expansion des cétacés offraient précisément cela. Il ne s'agissait pas d'une mer dominée par de petits poissons. C'était une mer avec des animaux de plusieurs tonnes, et là, un requin géant pouvait être plus qu'un simple chasseur opportuniste. Il pouvait être un régulateur brutal de la biomasse disponible. Le registre fossile des requins présente une particularité. Leur squelette est cartilagineux et se conserve mal. Les
C'est pourquoi le mégalodon n'est connu ni par des squelettes complets, ni par quelques vertèbres, mais surtout par ses dents. Les dents sont, en fait, le cœur de sa renommée, énormes, triangulaires, avec des bords dentelés conçus pour trancher la chair et infliger des blessures massives. Chez les requins, les dents ne sont pas de simples outils, elles sont la méthode. Et dans le cas du mégalodon, cette méthode suggère une stratégie orientée vers de grosses proies, où l'efficacité consiste à arracher des parties, provoquer un choc et une hémorragie et réduire la capacité de la proie à nager. Les estimations de taille ont varié au fil du temps, car elles dépendent de modèles reliant la taille des dents à la longueur corporelle des requins modernes. Avec l'avancement des méthodes comparatives et de nouvelles reconstructions, une large gamme a été proposée. L'important pour le cadre narratif est qu'il s'agissait d'un requin qui dépassait largement les plus grands requins blancs actuels. Dans les reconstructions habituelles, sa longueur est de plusieurs mètres au-dessus de celle de n'importe quel requin moderne, avec une masse qui en fait un véritable prédateur de mégafaune. Le crâne et la musculature mandibulaire, déduits par analogie, impliquent quelque chose d'aussi inquiétant, la puissance de la morsure. Un grand requin ne mord pas seulement fort. Il mord avec un système de levier conçu pour maintenir la pression tout en tirant et en coupant. Sur une grosse proie, ce type de morsure n'est pas une blessure, c'est une amputation partielle. Les marques de morsure attribuées à de grands requins sur des os fossiles de baleines, lorsqu'elles sont interprétées dans le cadre du mégalodon, suggèrent des rencontres violentes où le prédateur attaquait des zones clés, comme les nageoires, la queue ou la région thoracique pour limiter la mobilité. Un grand animal dans l'océan dépend de sa propulsion. Si elle est supprimée ou réduite, il perd l'avantage de fuir. Une différence cruciale avec de nombreux prédateurs terrestres est que l'océan n'offre pas de refuge. Un mammifère peut se cacher dans la végétation. Une proie terrestre peut courir vers des obstacles. Une meute peut utiliser le terrain. En pleine mer, l'espace est ouvert par définition. La défense d'une baleine repose sur sa taille, sa vitesse et, pour certaines espèces, son groupe. Mais si le prédateur est également grand et rapide, la défense est réduite. La scène d'une attaque de mégalodon ne serait pas une longue poursuite comme sur Terre, ce serait une rencontre de vecteurs. Un corps énorme s'approchant par en dessous ou depuis un angle mort et un impact qui décide du résultat en quelques instants. Le contexte environnemental du Miocène-Pliocène aide également à comprendre pourquoi il a existé. Les océans étaient chauds dans de nombreuses régions, avec de larges corridors marins. On pense que le mégalodon préférait les eaux tempérées à chaudes et que sa distribution était globale ou quasi globale, suivant les routes des proies et utilisant les zones côtières comme zones d'alimentation ou de reproduction. Chez les requins modernes, les zones de reproduction sont généralement des eaux plus protégées et riches en nourriture. Si quelque chose de similaire se produisait avec le mégalodon, cela impliquerait des côtes où les juvéniles grandissaient dans des zones relativement sûres avant de migrer vers la haute mer. L'idée d'un juvénile de mégalodon change déjà le cadre. Même un individu non adulte pouvait être un prédateur considérable. Son extinction, vers la fin du Pliocène, est associée à des changements océaniques et climatiques. Refroidissement, reconfiguration des courants, transformation de la distribution des proies et probablement compétition avec d'autres prédateurs émergents. À cette époque, les formes modernes de cétacés se diversifient et s'étendent, mais leurs tailles et leurs routes changent également. Parallèlement, apparaissent les orques et d'autres prédateurs capables de chasser en groupe, une stratégie qui modifie la compétition. Un grand prédateur spécialisé dans les grosses proies peut être affecté si les proies migrent vers des eaux plus froides, deviennent plus rapides, se regroupent différemment ou si l'écosystème réduit la disponibilité de biomasse accessible. Titanosaurus. Dans l'histoire naturelle, peu de concepts suscitent une sensation de poids aussi forte que les sauropodes, des dinosaures au long cou, au corps colossal et à la présence qui transformait le paysage à chaque pas. Dans cet univers, le nom Titanosaurus occupe une place particulière car il renvoie à l'idée du gigantisme sous sa forme la plus directe. Cependant, c'est aussi un cas intéressant pour des raisons scientifiques. Le Titanosaurus est un genre historique décrit à partir de restes fragmentaires découverts en Inde et son utilisation a été révisée et discutée au fil du temps. Pourtant, dans le contexte des créatures préhistoriques capables d'imposer la peur par leur taille, l'image associée au titanosaure, le groupe le plus large de sauropodes dont il tire son nom,
est l'une des plus frappantes du registre fossile. Pour le situer, il faut remonter au Crétacé supérieur. À cette époque, les sauropodes non seulement survivaient, mais prospéraient et se diversifiaient dans plusieurs régions en tant que titanosaures. Une famille vaste et réussie qui comprend certaines des plus grandes formes terrestres connues. Les titanosaures se sont particulièrement étendus dans l'hémisphère sud avec des représentants en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde et dans d'autres territoires qui, à ce moment-là, étaient connectés ou se séparaient dans le cadre de la Gondwana. L'Inde, où le Titanosaurus a été décrit, faisait partie de cette histoire, un sous-continent en mouvement, avec des écosystèmes crétacés hébergeant une faune propre. D'un point de vue anatomique, la conception sauropode combine des éléments qui, pris isolément, sont déjà extrêmes. Un long cou pour atteindre la végétation, un tronc énorme avec un système digestif adapté à traiter de grands volumes de plantes, des pattes comme des colonnes et une queue lourde qui équilibre le corps. Cette architecture n'est pas orientée vers la vitesse ni la chasse. Elle vise à dominer le paysage par la consommation. Un animal ainsi n'a pas besoin d'attaquer pour être intimidant. Sa menace est physique, le poids. Dans un écosystème où coexistaient de grands prédateurs, la défense principale d'un sauropode adulte était la taille, la hauteur et, si nécessaire, l'impact de la queue ou simplement le mouvement du corps. La masse est la clé pour comprendre le terror possible. Un animal de plusieurs dizaines de tonnes transforme le terrain en une composante de sa biologie. Ses pas compactent le sol, laissent des empreintes profondes et créent des chemins. Là où se déplace un troupeau, le paysage peut rester marqué. En ce sens, un Titanosaurus n'est pas seulement un organisme. C'est une force d'ingénierie écologique. Il abat des arbres, casse des branches, ouvre des clairières, modifie les cours d'eau dans les sols mous et disperse des graines sur de grandes distances. Si on l'imagine dans une forêt ou sur une plaine à végétation haute, sa présence n'est pas discrète, c'est un événement. Les titanosaures du Crétacé supérieur montrent aussi un paradoxe. Certains ont développé des ostéodermes, des plaques osseuses dans la peau. Ce n'étaient pas des armures complètes comme chez les crocodiliens, mais des éléments défensifs suggérant une pression de prédation. L'idée d'un sauropode avec des renforts dans la peau est importante car elle indique que, même avec sa taille, il existait une menace réelle. Dans certaines régions, les grands théropodes pouvaient attaquer les jeunes, les malades ou même les adultes dans des conditions défavorables. La défense n'était donc pas seulement la taille, mais la taille combinée au comportement. Se déplacer en groupe, protéger les petits, choisir des endroits sûrs pour boire ou se reposer. Le point critique de la vie d'un Titanosaurus était la jeunesse. Aussi gigantesques que soient les adultes, tous commençaient comme de petits juvéniles. Les nids de titanosaures, connus dans plusieurs régions du monde, montrent des pontes nombreuses. Cette stratégie est logique. Produire de nombreux petits augmente la probabilité que certains survivent dans un monde rempli de prédateurs. L'image d'un paysage avec des dizaines ou des centaines d'œufs et des petits qui naissent et doivent grandir rapidement pour quitter la zone de danger apporte une dimension différente de la peur, la fragilité initiale dans un monde de géants. Et autour de ces petits, il est raisonnable de supposer des comportements défensifs des adultes. Chez les animaux actuels de grande taille, la protection des petits peut déclencher une agressivité extrême. Un herbivore colossal défendant son nid est, par pure mécanique, plus dangereux que beaucoup de prédateurs. En ce qui concerne le Titanosaurus en tant que genre, son histoire reflète la manière dont la paléontologie traite des fragments. De nombreux noms anciens ont été attribués à partir de matériel limité, puis révisés lorsque des fossiles plus complets sont apparus. Cela ne réduit toutefois pas l'impact du phénomène qu'il représente. Le Titanosaurus, en tant que catégorie de sauropodes tardifs, dominant dans plusieurs régions lorsque d'autres sauropodes avaient déjà décliné. En ce sens, Titanosaurus fonctionne presque comme une porte d'entrée vers l'idée des grands titanosaures, des animaux qui ont soutenu le gigantisme terrestre jusqu'à la fin de l'ère des dinosaures. Dans cette liste, le Titanosaurus représente la terreur par la taille terrestre. Non pas parce qu'il est un chasseur, mais parce que c'est un animal qui, s'il décide de se déplacer vers un point, l'occupe. S'il décide de défendre un espace, il le rend inaccessible. Et si une créature ainsi se déplace près de tout autre être vivant, sa taille fait disparaître la marge d'erreur.
Au Crétacé supérieur, il existait des territoires où le sol tremblait pour des raisons biologiques. Non pas à cause de tremblements de terre, mais à cause d'animaux qui marchaient comme des colonnes vivantes. Les baleines géantes. Dans l'océan, le gigantisme n'est pas une rareté, c'est une stratégie qui apparaît encore et encore lorsqu'il existe deux conditions fondamentales. La première est un milieu où le poids est allégé par la flottabilité, permettant des corps énormes sans le coût structurel de marcher sur Terre. La deuxième est une base alimentaire capable de soutenir cette masse, soit par des proies de grande taille, soit par une quantité immense de petites proies filtrables. Les baleines, en particulier les cétacés à fanon, sont l'expression la plus impressionnante de cette logique. Et bien qu'aujourd'hui existent des espèces géantes, l'histoire évolutive des cétacés inclut des épisodes, des formes et des tailles qui rendent le concept de baleine énorme encore plus inquiétant. Non pas comme un mythe, mais comme une possibilité biologique soutenue par le système océanique. Les baleines modernes se divisent, de manière générale, en deux groupes. Les odontocètes, avec des dents, comme les orques et les cachalots, et les mysticètes, avec des fanons, comme les baleines bleues et les rorquals. Dans les deux groupes, le gigantisme est présent, mais l'extrême actuel est représenté par les mysticètes, car leur méthode d'alimentation permet de convertir des millions de minuscules organismes en énergie, krill, copépodes et autres composants du plancton. La baleine bleue, par exemple, est le plus grand animal connu. Ce fait n'est pas un record isolé. Il résulte d'une équation écologique qui, pendant certaines périodes, a favorisé des corps de plus en plus grands. La phase la plus intense du gigantisme chez les cétacés à fanon semble associée au refroidissement global et à la réorganisation des courants océaniques au néogène, en particulier du Miocène supérieur au Pliocène et vers le Pléistocène. Lorsque la planète se refroidit, les gradients de température s'intensifient et les systèmes de remontée d'eau se renforcent. Des masses d'eau profondes riches en nutriments remontent à la surface, fertilisent l'océan et déclenchent la productivité du plancton. En termes simples, il y a plus de nourriture concentrée par zone. Et lorsque la nourriture est concentrée dans des zones riches, un grand animal peut faire quelque chose qu'un petit ne peut pas, parcourir de grandes distances pour atteindre ces zones et, une fois sur place, se nourrir avec une efficacité énorme. Ce mécanisme explique pourquoi la taille des baleines n'est pas seulement possible, mais avantageuse. Un corps grand a une meilleure économie de déplacement. Il consomme proportionnellement moins d'énergie par kilomètre. De plus, un grand corps peut stocker plus de graisse, ce qui permet de longues migrations entre les zones d'alimentation et de reproduction. C'est pourquoi les baleines géantes ne sont pas grandes pour rien. Elles sont grandes parce que l'océan, à certaines périodes, a récompensé la capacité de se déplacer, de stocker de l'énergie et d'exploiter des zones de nourriture très denses. L'effet terrifiant d'une baleine géante ne ressemble pas à celui d'un prédateur classique, mais il est réel, purement par la physique et par l'échelle de l'interaction avec l'environnement. Une baleine énorme n'a pas besoin d'attaquer pour être dangereuse. Son déplacement crée des turbulences, sa queue peut produire des coups dévastateurs, sa masse transforme tout contact en accident grave. Dans la mer, en outre, la perception de la taille est amplifiée par l'absence de référence. Une ombre qui s'approche par en dessous peut d'abord sembler un nuage sombre, puis un corps dont le volume est comparable à celui d'un bateau. Pour tout animal partageant cet espace, et pour tout observateur humain, la réaction instinctive est de reconnaître qu'il fait face à une entité qui ne correspond pas à l'échelle ordinaire. De plus, l'alimentation d'une baleine géante à fanon a un aspect presque mécanique. Chez les espèces filtreuses, le processus peut impliquer des charges avec la bouche ouverte et une expansion massive de la cavité buccale. Chez des baleines comme la bleue, la capture du krill se fait par le lunge feeding. Elle accélère, ouvre la bouche, engloutit une quantité énorme d'eau, puis filtre. L'idée d'une bouche capable d'engloutir un volume d'eau équivalent à une petite pièce et de le faire en mouvement est inquiétante même lorsqu'on sait que la baleine ne chasse pas de grosses proies. Pour les petits animaux, se trouver dans ce volume n'est pas un événement interprétatif. C'est être absorbé par un mécanisme de filtration. Dans le cas des odontocètes, l'histoire du gigantisme prend une autre forme. Le cachalot moderne en est un exemple. Un prédateur de gros calmars capable de plongée profonde avec une anatomie spécialisée.
Dans le passé, il existait des odontocètes avec d'énormes dents et des stratégies prédatrices différentes, ce qui montre que grande baleine peut signifier filtreur géant ou prédateur géant. Mais même parmi les mysticètes, il existe une diversité. Certaines filtrent d'une manière, d'autres d'une autre. Certaines effectuent de grandes migrations, d'autres sont plus côtières. Le gigantisme n'a pas produit un seul type de monstre, il a produit une gamme de géants avec différentes façons de dominer l'océan. Ainsi, lorsque l'on parle de baleine géante comme catégorie, le but n'est pas seulement de rappeler que la baleine bleue existe. Le but est de comprendre que l'océan a été capable, dans certaines conditions, de pousser la taille vers le haut comme une tendance. Et cela soulève une question inquiétante. Y a-t-il eu des baleines encore plus grandes ? Le registre fossile suggère de grandes tailles chez plusieurs espèces, mais les reconstitutions exactes comportent des incertitudes, car les squelettes ne sont pas toujours conservés complets. Néanmoins, il existe des preuves solides que dans un passé géologique récent, il y a eu des baleines très grandes, et que le gigantisme s'est intensifié relativement tard dans l'histoire des mysticètes liés au changement océanique.